On sert aux Français l'histoire qu'ils ont envie d'entendre. Celle d'une nation civilisatrice qui apporte génie et progrès partout où elle règne. Vous allez lire après moi. Oh, oh, oh. Ça c'est... plus fort. Marine, je... À l'époque, la France se considère comme le centre du monde. Elle exalte sa puissance et son rayonnement grâce à la quarantaine de territoires placés sous sa domination. Propagande à l'appui. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale, une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France. Pour les Français, l'Empire est une évidence que nul ne songe à contester. Le 1er septembre 1939, le monde s'embrase. De Mayotte à Tombouctou et de Saïgon à Alger, les soldats de l'Empire sont mobilisés. Traversant les océans, les indigènes des plus lointaines colonies viennent offrir leur vie à la patrie menacée. 100 millions de Français, animés d'une foi invincible, sont décidés à soutenir leur effort jusqu'au triomphe de la civilisation française. Dix mois plus tard, le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. Dans les rangs des troupes coloniales, la surprise est immense. La France est défaite. Le colonisateur blanc n'est donc pas invincible. Pour libérer la France, il ne dispose que d'une option. Rallier l'Empire à sa cause. À commencer par l'Afrique. Des collines de Monte Cassino jusqu'aux forêts vosgiennes, les soldats de l'Empire volent au secours de la métropole. Les sauvages à civiliser sont devenus des libérateurs. Ils n'ont pas le droit de voter, mais ils ont le droit de mourir. Pour la France. À l'été 44, après avoir libéré la Normandie, les Alliés débarquent en Provence. La guerre n'est pas achevée. Et pourtant, l'actualité coloniale va basculer dans le sang. La victoire finale approche. Il faut blanchir l'armée pour affirmer aux yeux du monde que le peuple de France se libère par lui-même. Le gouvernement décide alors de démobiliser plusieurs régiments de tirailleurs sénégalais. Pour accélérer leur retour au pays, les autorités promettent qu'ils toucheront leur solde sitôt arrivés à Dakar. Confiants, la plupart des tirailleurs prennent la mer. Ils débarquent à Dakar, ils sont envoyés dans un camp qu'on a préparé pour eux. Il y a plus d'1 millier de personnes dans des baraquements. Et ils continuent la procédure pour se faire payer leurs émoluments, qui étaient indus. Et à force d'insister, un jour, le commandant du camp de Thiaroye leur donne rendez-vous sur la place des armes à Thiaroye. 1er décembre 44, ils sont réveillés au clairon. On leur demande de se rassembler sur l'esplanade et ils s'aperçoivent que aux alentours du camp, le camp est complètement encerclé par toute une série de régiments divers et variés. Pour mater les tirailleurs, les officiers ordonnent de tirer. Les mitrailleuses crépitent. Les corps s'effondrent. La répression a tourné au massacre. On dénombre plus de 50 morts et des dizaines de blessés. Les autorités ont commis l'irréparable. Elles ont tiré sans sommation sur leurs frères d'armes. Aucune image ne témoigne de ce crime. La propagande préfère mettre en scène le retour joyeux d'un tirailleur, qui ignore tout de cette tragédie.
Amadouba a le sens du protocole. Il prend la tête du cortège dès que les cases sont en vue. Le village est en effervescence. C'est un véritable événement que le retour du guerrier Amadouba. En son honneur, les tam-tams se déchaînent, les femmes dansent. Spontanément, le village entier témoigne son allégresse par une manifestation traditionnelle. Le massacre de Tiaroy a été passé sous silence en France pendant près d'un demi-siècle. Malgré ces incidents, à l'automne 1958, toute l'Afrique française se rallie à la communauté souhaitée par le général. Dans certains territoires, Paris a truqué les résultats et négocié si nécessaire avec les opposants. Seule la Guinée vote massivement non. Le 2 octobre 1958, elle devient la première colonie française d'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance. Mais cette sécession provoque une réaction en chaîne. Malgré les pressions de Paris, les autres pays d'Afrique finissent par réclamer une indépendance complète. De Gaulle ne s'y oppose plus. Il confie: nous ne pouvons pas tenir à bout de bras cette population. Nos comptoirs, nos escales, nos petits territoires d'outre-mer, ça va, ce sont des poussières. Le reste est trop lourd. Le premier des Français se rend à l'évidence. Son grand rêve de communauté est mort. L'année 1960 sera l'année du changement. En moins de 10 mois, 15 nouveaux États africains entrent dans le concert des nations. Bien des anciens députés et ministres avaient servi la République française. Ils président désormais leur pays. Comme Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire ou Léopold Sédar Senghor au Sénégal. L'Afrique vit une euphorie collective de liberté, d'espoir et d'allégresse. Je proclame l'indépendance du Dahomey le lundi 1er août 1960. Je proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Salut aux terres d'espérance, pays de